Ceci est la deuxième partie de la vidéo. Si vous avez raté la première partie, allez-y sur la page Facebook. Parce que faut comprendre la première partie pour comprendre ce qui va suivre là maintenant. C'est très important. Je continue avec l'épreuve. Mais déjà, vous avez vu que le médicament qu'ils interdisent de prendre, la privirine fait par le béninois, le professeur béninois, et la tisane fait par Madagascar, soit les mêmes ingrédients qu'ils utilisent pour faire les médicaments contre le paludisme, contre la malaria, contre la fièvre typhoïde et donc contre le coronavirus. D'où l'Afrique fausse leurs prédictions parce que nous, à la base, on prend ces tisanes tous les jours, donc le virus n'a pas fait. Le virus biochimique créé d'abord par les Américains et les Chinois ne fait pas le même effet chez nous que chez eux. Donc on fausse les calculs parce qu'ils s'attendaient à des milliers de morts. Dans la simulation faite par Bill Gates il y a 2 ans, il avait dit que le coronavirus allait commencer par la Chine. Étrangement, ça a commencé par la Chine. Ensuite, ça allait se répandre partout dans le monde et ça allait toucher l'Afrique, faire plus de 65 millions de morts. Il était sûr. Et dans une vidéo, il n'y a pas très longtemps, il a dit, je vais la retrouver, je vais vous mettre celle-là tout à l'heure, que effectivement en Afrique, on ne comprend pas pourquoi ça n'a pas eu cet effet et que ça va arriver, donc on doit déjà les aider et les protéger. Toujours avec cette idée de protection, comme si on avait besoin d'être aidé et protégé. On n'est pas capable nous-mêmes, on n'est pas assez intelligent comme personne pour se protéger nous-mêmes. Alors que les mathématiques, toutes les sciences prouvent que les maths, les sciences viennent de l'Afrique. Et pour nous faire oublier ça, ils nous ont changé nos noms, le nom de notre continent, le nom des pays dans lesquels nous sommes, les religions de nos parents. Dans les prochains épisodes, je vais vous parler de l'Égypte, des momies, les Égyptiens, les Kémites étaient des Noirs, ceux qui ont créé les mathématiques, des vrais Noirs. J'ai des preuves, mais pas pour aujourd'hui. D'abord, je vais continuer avec la suite de documents qui vient de passer tout à l'heure, dans la précédente vidéo, et ensuite, au fur et à mesure, je vais parler. Partagez l'information, la page Solution Covid EVAC. Partagez l'information. L'économie de la connaissance. Une connaissance plus une autre connaissance égale une troisième connaissance. Partagez la vidéo. Sur les étagères, à côté de l'artichaut, pas d'artémisia. Il arrive très souvent que des gens viennent nous demander cette plante, effectivement, quand ces personnes vont voyager, que ce soit en Afrique ou en Asie. Et vous leur répondez? Et je leur réponds que malheureusement, la réglementation française ne nous autorise pas à disposer de cette plante. En Belgique, un arrêté royal de 1997 répertorie les plantes dangereuses qu'il est interdit de vendre ou consommer. Parmi elles, l'Artemisia annua, pourtant nullement nocive. Curieusement, elle est autorisée au Luxembourg voisin, où vit le professeur Pierre Ludgen. Il a travaillé longtemps pour des multinationales de la chimie. À l'âge de la retraite, il a rejoint une ONG active dans la lutte contre le paludisme. C'est à ce moment-là qu'il a fait connaissance avec l'Artemisia et qu'il en a senti tout le potentiel. On a fait des programmes de plantation au Pérou, au Cameroun. On a lancé des bourses avec des Sénégalais et des Péruviens, tout ça financé par notre ministère de la Coopération et par le Fonds national de la Recherche. Très bien, jusqu'au jour où on a eu un choc. Voilà que, on le sait maintenant, les délégués de l'OMS, de Big Pharma et de l'Institut des maladies tropicales d'Anvers ont rendu visite à notre ministère de la Coopération pour lui dire qu'il finançait des activités qui n'étaient pas de son ressort, que les maladies, c'était du ressort des sociétés pharmaceutiques et de Big Pharma. Et il s'est incliné et nous, du jour au lendemain, on nous a coupé tous les fonds. Un brin candide, Pierre Ludgen pense pouvoir convaincre l'OMS de changer d'avis. En 2012, il obtient un rendez-vous au siège de l'organisation à Genève. L'accueil est courtois, sans plus. 1 mois plus tard, l'OMS publie sur son site une sévère mise en garde. L'OMS ne recommande pas l'utilisation des extraits d'Artemisia annua sous n'importe quelle forme, y compris la tisane, pour le traitement ou la prévention de la malaria. Pour Pierre Ludgen, c'est un véritable camouflet. Et on a dit non, on n'a pas le droit d'interdire de guérir des gens avec une herbe médicinale. C'est contre les traditions, c'est contre le bon sens. On a relancé des activités avec des plantations et ça a très bien démarré.
Malgré les réticences de l'OMS, des centaines de chercheurs travaillent aujourd'hui sur l'artémisia en Afrique, mais aussi en Colombie ou au Cambodge. Le soleil du Sénégal lui réussit particulièrement bien. Les scientifiques sont de plus en plus nombreux à s'investir dans la recherche sur l'artémisia parce qu'ils sont convaincus de l'efficacité de la plante pour soigner la malaria. Tous se demandent ce qui justifie la méfiance de l'establishment médical à l'égard de l'artémisia annua. L'argument le plus souvent invoqué est le sacro-saint principe de précaution. Tant qu'on ne connaît pas toutes les propriétés de la plante, il faut s'abstenir de l'utiliser. Mais ce principe de précaution est-il aussi strictement appliqué aux produits des firmes pharmaceutiques? Le Lariam est un médicament antipaludique qui continue d'être prescrit, alors que ses effets secondaires peuvent être dévastateurs, particulièrement chez les personnes. Vous avez vu, ils nous interdisent d'utiliser les remèdes qui peuvent nous sauver et que nous avons créés nous-mêmes. Et comme ces remèdes sont créés par nous, ils n'auront pas l'argent derrière le médicament. Ils nous interdisent, ils disent qu'ils n'ont pas fait ils ne savent pas en fait les retombées exactes, que ce soit positif ou négatif de ces remèdes. La même chose pour la 5G. Pourtant, ils nous obligent à prendre la 5G. Demain, je vais parler de ça. La même chose pour les vaccins. Ils ne sont pas sûrs et pourtant, ils nous exhortent de prendre ça. Pour voyager en Europe, il faut maintenant avoir fait le vaccin contre le coronavirus qu'ils n'ont pas encore trouvé et la preuve de cette fait tester. Donc, ils ont déjà fait des documents alors qu'il n'y a pas encore de vaccin. C'est bizarre. 2 poids 2 mesures. La suite. Dans l'actu du moment, comment va Stromae? Le chanteur est KO physiquement, il vient d'annuler toute une série de concerts jusqu'au 2 août exactement, un silence assourdissant. J'ai subi des effets secondaires du Lariam. Ça m'est arrivé en 2015, en juin 2015. C'était dans le cadre de ma tournée en Afrique. J'étais stressé, j'étais épuisé. Tout prédisposé à péter un plomb, ça c'était sûr, mais l'accélérateur c'était le Lariam, quoi. Pendant le concert, je ne m'en rendais pas compte parce que j'étais persuadé de la folie dans laquelle j'étais. Évidemment, on n'a pas le recul. C'est de la paranoïa, c'est plein de trucs. Et puis mon frère a eu le déclic et là, il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Et je pense que s'il n'avait pas été là, je me serais sans doute suicidé, quoi, cette nuit-là, ça c'était sûr. Je pèse bien mes mots quand je dis ça. Et s'il n'avait pas été là, je ne pense pas que je pourrais vous parler aujourd'hui. La star belge n'est pas la seule à avoir souffert du Lariam, dont le nom générique est mefloquine. De très nombreux vétérans de la guerre d'Irak qui prenaient ce traitement ont connu des troubles psychologiques graves, allant jusqu'à commettre des meurtres gratuits. Plusieurs associations veulent interdire la molécule. Malgré des effets secondaires redoutables et des procès dans plusieurs pays, la mefloquine figure encore sur la liste des médicaments essentiels recommandés par l'OMS. Dans le même temps, l'organisation refuse de reconnaître les vertus thérapeutiques de l'artémisia annua, pourtant inoffensive. 2 poids, 2 mesures. La culture de l'artémisia en Afrique. Des dizaines d'associations similaires se créent partout en Europe afin de promouvoir l'artémisia. Ces initiatives sont la cible de critiques parfois virulentes de la part de ceux qui défendent le principe de précaution. En 2012, le célèbre Institut de médecine tropicale d'Anvers prend position contre l'utilisation de l'artémisia annua. On n'est plus au Moyen-Âge. Utiliser des infusions ou des gélules dont la quantité de produits actifs n'est pas connue est, à mon avis, irresponsable. Je n'oserais jamais donner ceci à mon propre enfant parce que je ne suis pas sûr qu'il va guérir et qu'il pourrait mourir du paludisme. Pourquoi est-ce que je devrais le donner à quelqu'un qui vit en Afrique? Est, à mon avis, irresponsable. Je n'oserais jamais donner ceci à mon propre enfant parce que je ne suis pas sûr qu'il va guérir et qu'il pourrait mourir du paludisme. Pourquoi est-ce que je devrais le donner à quelqu'un qui vit en Afrique? En Afrique, justement, des chercheurs mènent des études de terrain pour prouver que l'artémisia est efficace et sans danger. Nous sommes à Kindu, sur le fleuve Congo, dans la province du Maniema. Le docteur Jérôme Mouniangui est un jeune chercheur congolais qui prend des risques. Mon premier contact avec l'artémisia, suite à une crise de paludisme
que je fais à Kinshasa. C'était un paludisme résistant, parce que j'avais déjà pris des antipaludéens, ça ne marchait pas. Et un ami qui travaille déjà avec l'artémisia m'a proposé la plante comme traitement. Je lui ai dit, bon, je n'aime pas les charlatans avec les plantes, qui traitent avec des plantes. Il a insisté beaucoup. Et le 3e jour, je me sentais déjà très bien. Il n'y avait plus de maux de tête, il n'y avait plus de fièvre, ainsi de suite. Et à la fin du traitement, le 7e jour, je suis parti refaire les examens de laboratoire. Tout était vraiment très bien. Je n'avais plus de plasmodium. Et voilà, et c'était mon premier contact avec la plante artémisia. Vous avez entendu? Ce docteur a dit qu'il préfère, il ne pourrait pas donner l'artémisia à son fils. Donc, il ne peut pas conseiller ça aux Africains. De la même manière, nous, Africains, et d'autres comme les Africains, on préfère l'artémisia qu'au vaccin que vous voulez nous donner. Parce que nous, on ne peut pas donner les vaccins à nos fils, donc on prend l'artémisia. C'est notre propre choix, respecté. Si on décide de prendre les remèdes de grand-mère qui existent depuis la nuit des temps, c'est le choix de tout et chacun de le faire. Que de prendre des médicaments pharmaceutiques qui vous rendent vous riches et nous qui nous rendent malades. Vous avez vu ce jeune Congolais, médecin, qui refusait de prendre l'artémisia parce qu'il pensait que c'était un médicament de charlatan. Charlatan, c'est juste un mot pour désigner culture africaine. Un mot péjoratif pour qu'on se dise que c'est pas bien, c'est des charlatans. Et pourtant, c'est des remèdes de grand-mère. Ils ont pris les mêmes remèdes de grand-mère pour faire les médicaments qu'ils nous vendent. Mais quand on va prendre ça sans passer par eux, ça devient des remèdes de charlatans. Puis il a pris, il a vu comment ça marchait. Le médicament du sida, il y a des sidéens qui sont soignés tout le temps en Afrique avec des remèdes de grand-mère. Ça existe. Si on continue à faire confiance aux firmes pharmaceutiques, nous allons mourir. Michel Georget, vous êtes professeur de biologie. Vous avez... Je suis en retraite. Honoraire. Voilà, exactement. Vous avez quand même quelques compétences. Vous avez beaucoup travaillé sur les vaccins, justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne un vaccin? Oh, c'est relativement simple. Le vaccin est destiné à faire produire au système immunitaire une première réponse avec un pathogène atténué, voire inactivé. Un pathogène, c'est quoi? C'est un microbe, un virus, une bactérie. De façon à faire développer au système immunitaire une première réaction avec donc des éléments atténués ou inactivés, de façon à ce que cette réponse immunitaire qu'il développe le protège le jour où il rencontrera le même pathogène, le même microbe, mais sauvage, c'est-à-dire non inactivé. Par exemple, quand on se blesse, on fait tout de suite une sérologie. Ah, ça, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose, justement. C'est pas la même chose. Non, si vous vous êtes blessé et que vous avez peur de contracter le tétanos, oui. Si on vous fait une sérologie, c'est une injection de sérum antitétanique qui contient certes des anticorps, mais ce n'est pas vous qui les avez fabriqués. Ce sont des anticorps qui sont préalablement présents dans l'ampoule et qui seront éliminés dans les semaines qui suivent cette injection. Donc là, ça, c'est la sérothérapie, ce n'est pas la vaccination. C'est pas la même chose. Actuellement, quels sont les vaccins obligatoires? Eh bien, légalement obligatoires, c'est-à-dire pour lesquels une loi a été votée et les décrets d'application exprimés, eh bien, il y a 3 vaccins obligatoires contre diphtérie, tétanos et polio. Malheureusement, ce vaccin n'est plus disponible sur le marché. Lui, la fabrication a été arrêtée sous le faux prétexte qu'il provoquait davantage d'allergies, alors qu'ils ont été utilisés pendant des décennies sans aucun problème apparemment. Et donc, qu'est-ce qu'on a rajouté à ces... Alors, on ajoute, dans un premier temps, on a ajouté une 4e valence qui est la coqueluche, puis une 5e qui est l'hémophilus, c'est-à-dire une bactérie qui peut provoquer des méningites ou des atteintes de l'oreille chez les nourrissons, et puis une 6e valence qui est l'hépatite B. Mais ces 3 dernières valences, coqueluche, hémophilus, hépatite B, ne sont pas obligatoires, mais elles sont associées aux 3 obligatoires dans des vaccins qu'on appelle hexavalents, c'est-à-dire à 6 valences. Et à votre sens, pourquoi ça a été... Quelle est la stratégie? Vous pensez que c'est la stratégie, financier? je pense que c'est une stratégie financière, parce que le vaccin DTP, bon, je n'ai plus en tête le coût du vaccin, mais c'était, comme on dit vulgairement, 3 francs 6 sous, et alors que les vaccins hexavalents sont beaucoup plus chers, je crois. De mémoire, je crois que c'est 7 fois plus cher. Mais il y a eu entre-temps des vaccins tétravalents, ou pentavalents, qui ne contenaient pas l'hépatite B ou qui ne contenaient pas l'hémophilus, mais qui contenaient la coqueluche, mais ces vaccins ne sont plus disponibles sur le marché. Ce qui fait que les familles sont pratiquement obligées, s'ils veulent faire vacciner leurs enfants, de prendre le vaccin hexavalent.
Mais ils vont reproduire, ils vont refabriquer ces vaccins non, pas, parce que techniquement, il ne semble pas qu'ils en aient l'intention. Ah, donc c'est très... Oui, parce que refaire une chaîne de fabrication leur coûterait très cher et les obligerait à vendre un vaccin qui ne serait pas rentable. Ça pose la question du calendrier vaccinal. C'est-à-dire à quel moment il est nécessaire de faire vacciner son enfant et est-ce qu'on n'a pas une charge trop importante de vaccins chez un... C'est sûr qu'il y a une charge énorme de vaccins. J'ai fait le calcul, là, il y a quelques jours d'ailleurs, sur le nombre d'antigènes, c'est-à-dire d'éléments étrangers contre lesquels le système immunitaire doit réagir. Quand vous faites, alors je crois que c'est à 2 mois, 3 mois et 11 mois, hein, 3 séries d'injections qui contiennent ce qu'on appelle le DTCAP, c'est-à-dire diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire, polio, auquel on ajoute l'hémophilus, l'hépatite B, et auquel on ajoute aussi, dans une autre injection, les vaccins contre les pneumocoques, hein, qui sont responsables d'infections pulmonaires, mais aussi de certaines formes de méningite. Et c'est le total de ces injections répétées 3 fois, on aboutit déjà à près de 70 stimulations antigéniques. Si vous ajoutez à 11 mois ou 12 mois le ROR, plus le méningocoque, eh bien vous arrivez, je crois que c'est 73 stimulations. Et ensuite, vous avez des rappels jusqu'à 6 ans. Si vous comptez les rappels jusqu'à 6 ans, les garçons vont recevoir 92 stimulations. Et comme les fillettes, on les vaccine contre l'infection du col de l'utérus, avec un vaccin qui contient 9 valences, 2 injections, ça fait 18 valences, 92 et 18, ça fait 110 stimulations. Donc 92 pour les garçons, 110 pour les fillettes, ce qui est absolument énorme. Mais quand même, la science est derrière tout cela quand même. Il y a bien une justification, il ne peut pas y avoir que des intérêts financiers à vendre des vaccins. Ça doit s'appuyer sur de la science en disant, vous avez besoin de ces vaccins-là, est-ce que c'est pertinent ou pas? Alors, le problème, c'est que les études préalables à la mise sur le marché ne sont pas suffisantes. Par exemple, il n'y a pas de ce qu'on appelle les études de pharmacocinétique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que deviennent les produits qu'on vous injecte dans l'organisme. Pour un médicament, les études doivent nécessairement suivre le produit, savoir s'il est fixé dans le foie, comment il est éliminé, comment il est transformé éventuellement. Pour les vaccins, ça n'est pas requis. Et si c'était requis, on aurait pu savoir, par exemple, que l'aluminium contenu dans la plupart des vaccins, eh bien, une partie reste sur le lieu de l'injection, une partie, certes, est éliminée, mais une partie également peut voyager dans l'organisme et se fixer dans certains tissus, y compris dans le cerveau. Et on aurait pu ainsi comprendre l'origine d'une maladie récemment, depuis déjà une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, comprendre la myofascite à macrophage, qui est une maladie due à l'aluminium et qui est due justement... C'est clairement établi, ça? Ah, c'est clairement établi, oui, bien sûr. Et si on avait fait la pharmacocinétique des vaccins, si on avait suivi ce que devient l'aluminium que l'on injecte avec les vaccins, on aurait su qu'il va se fixer dans le cerveau, dans les muscles, etc. Selon vous, quels sont les vaccins qui sont les plus dangereux? Alors, le vaccin qui était le plus dangereux autrefois, c'était le vaccin contre la variole. Ensuite, la valence la plus dangereuse, c'est certainement la coqueluche, mais aussi l'hépatite B. Mais ce qui est dangereux, c'est aussi la conjonction de toutes ces vaccinations. Il faut savoir qu'un certain nombre de pédiatres font le même jour, dans la même séance, d'un côté le vaccin hexavalent, hein, et d'autre part le pneumocoque, hein, le vaccin qu'on appelle le Prevnar. Et ça, c'est une surcharge phénoménale, hein, qui déclenche en particulier une réaction inflammatoire qui peut être brutale chez certains sujets et qui peut conduire à la mort. L'Europe entière a su qu'un enfant était mort de la diphtérie à Barcelone et qu'un autre était mort de la rougeole à Berlin. Une campagne de... Mais personne n'a dit qu'exactement à la même époque, 3 nourrissons étaient décédés suite à l'injection simultanée de l'hexavalent et du Prevnar. Vous voyez, mais ça, c'est une surcharge énorme pour un organisme. Est-ce que vous pensez que cette surcharge de vaccination peut entraîner un affaiblissement de notre patrimoine génétique? Du patrimoine génétique, certainement pas, mais de nos fonctions biologiques, oui.
Un affaiblissement. Le patrimoine génétique, on ne peut pas le changer. D'accord. Et qui va vers des pathologies un petit peu plus comment dire, de société, oui, de civilisation, je veux dire. Tout à fait. Ben, justement, je viens de faire un exposé sur ce sujet et Claire Delval, donc l'organisatrice de ce colloque, a clairement montré, elle, dans sa pratique médicale, qu'il y a une augmentation considérable de deux phénomènes, l'allergie, les réactions allergiques, et d'autre part les maladies auto-immunes. Il y a des maladies auto-immunes autrefois qu'on ne voyait que chez les adultes et qu'on trouve aujourd'hui chez les enfants de 3 ou 4 ans ou 5 ans. Michel Georget, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Bonjour à tous, c'est le journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus. À la une ce soir, la colère de milliers d'Africains confinés en Chine, chassés de leurs logements et des hôtels. Ils dénoncent des actes xénophobes. Plusieurs gouvernements africains exigent de Pékin des explications. La Chine, elle, rejette tout racisme et promet ce lundi une amélioration de ses méthodes. Pour lutter contre le coronavirus, la Tunisie pourrait miser sur la chloroquine. Certains médecins y sont favorables. En attendant une réponse officielle du ministère de la Santé, l'industrie pharmaceutique tunisienne se prépare. Objectif, produire massivement et localement la molécule et ainsi éviter les ruptures de stock. Mais d'abord en Chine, ils sont victimes d'actes de discrimination et de xénophobie. Les membres de la diaspora africaine ne décolèrent pas. Ils se sont retrouvés confinés dans le pays et ils sont accusés par certains habitants d'être porteurs du coronavirus et de le propager. Certains Africains se retrouvent à la rue. On fait le point avec notre correspondant à Pékin, Charles Pellegrin. Les images se succèdent sur les réseaux sociaux depuis la fin de semaine dernière. Des Africains vivant en Chine, souvent dans le sud du pays, à Canton, qui se voient refuser l'accès à des restaurants, à des hôtels, qui se voient expulsés de leur logement et obligés de dormir dans la rue et qui se voient aussi confisquer leur passeport. Tout cela au nom de la lutte contre le Covid-19. Dans le foyer de cette pandémie, eh bien, la peur est désormais celle des cas importés, celle d'une deuxième vague d'infection. Les autorités ne cessent de le répéter, souvent sans expliquer que 90% de ces cas importés sont des citoyens chinois. Il n'a pas volé, il est un étudiant sans bien en Chine et on a vu une Chinoise. Une fille chinoise dans son appartement, donc c'est là ils ont commencé par le tabasser. Non, c'est très révoltant et ce sont des coups mortels parce qu'ils utilisent des barres métalliques pour le frapper et il a succombé plus tard, il est mort. Donc c'est révoltant et c'est une occasion de rappeler aux Africains que on peut être tolérant, mais il faut éviter la tolérance suicidaire. Vous êtes fait passer pour un acheteur. Tout à fait. Je suis allé en fait rencontrer une quinzaine de conserveries chinoises lors d'un très grand salon de l'agroalimentaire. J'ai dit que j'avais des intérêts au Gabon, ce qui n'est pas le cas, je rassure les sociaux qui nous regardent, et que ma famille était dans l'import-export. J'étais une grande famille d'industriels en Afrique, et j'ai négocié en fait des importations de concentrés de tomates. Et là, les Chinois m'ont tout de suite proposé de couper le produit pour que ça soit moins cher et de mettre à ma guise, c'était moi qui décidais, 20% de fibres de soja, 30%, 40%, voire 50%. Et donc aujourd'hui, ce vent se commercialise en Afrique, majoritairement en Afrique de l'Ouest, un concentré qui est coupé. Ce n'est pas indiqué sur l'étiquette. On lit ingrédients, tomates, sel. En réalité, ce concentré est coupé. Et parfois, ça j'ai pu le constater au Ghana, c'est du concentré qui est périmé, qui a perdu sa couleur rouge, qu'on coupe avec des additifs, qu'on recolore en rouge et qu'on écoule sur les marchés. Donc c'est un produit qui est dangereux, c'est un produit qui détruit les filières locales, c'est un énorme scandale sanitaire. Malheureusement, parfois, la corruption des Chinois étant pour certains cas dans ce business-là sans limite, eh bien ça se fait avec la complicité de certains dirigeants africains. Je sais qu'il y a énormément de fraude aussi au niveau des codes douaniers. On importe du concentré de tomates et on indique un autre code douanier pour être moins taxé. En fait, on s'aperçoit qu'on ne peut pas avoir une prise sur l'économie si on ne contrôle pas les flux de marchandises. Et je crois que ça, c'est une idée vraiment importante. J'ai voulu, sans finalement faire de propagande et d'idéologie, montrer concrètement les flux de manière factuelle et que chacun puisse voir qu'en fait, les nœuds douaniers, les frontières douanières sont des éléments importants si à un moment on veut intervenir sur l'économie. Vous avez fait la guerre, la Seconde Guerre mondiale, vous avez été en Indochine, vous avez participé à pas mal de campagnes militaires. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans toute cette carrière? Eh bien,
durant mes 23 années passées dans l'armée française, ce qui m'a le plus frappé, c'est la guerre d'Indochine, qui n'est pas du tout comme toutes les guerres dont on peut en avoir à parler. Est-ce qu'on peut dire que c'est là que vous avez connu les Chinois? Ah ben c'est là que je connais parfaitement les Chinois. Parce qu'ils sont très forts, comme on dit. Ah, comme tous les traîtres. En général, les traîtres sont toujours forts. Vous les considérez comme des traîtres? Ça serait trop dire. Je les considère comme des êtres humains, mais qui sont très intelligents, très malins, et avec qui on ne peut jamais offrir sa confiance, placer sa confiance. Mais pour quelle raison, à votre avis, les Chinois veulent s'installer en Afrique? Ou essaient de s'installer? Parce qu'ils sont trop nombreux. Ils sont 780 millions cette année, et l'année prochaine, ils seront, en 1970, ils seront 1 milliard. Donc il leur faut de terre pour s'installer. Vous pensez que les Chinois sont un réel danger pour l'Afrique? À mon avis, un véritable danger, plus que jamais. Plus dangereux que la bombe atomique. Parce que très souvent, les Chinois ont des arguments un peu raciaux. Ils disent aux Africains, nous sommes, vous et nous, Chinois, des gens de couleur. Est-ce que ça n'est pas un argument qui a une portée? Vous voulez que je vous dise une chose? En Indochine, un Vietnamien n'a pas le droit d'épouser une Chinoise. Donc déjà, entre eux, ils interdisent que le Vietnamien épouse une Chinoise. Comment l'amitié ne peut se nouer que par là? Comment voulez-vous qu'il y ait une amitié créée entre un Chinois et un Africain, alors que le Chinois, du moins les Vietnamiens, disent que l'Africain c'est le Taïden, c'est comme le chien. Ils traitent les Africains de chiens. Tell Mr. Bob and Malia Mungu I want to see them urgently. I had a dream sent last night from God. He has instructed me to throw out all Asians from the country. Uganda must be for Ugandans only. The Asians were brought here by the colonialists to build railway. The railway is now finished. Let the British have the Asians and the Amin soldiers have their Dukas. They have exploited Ugandan people. I give the Asians 90 days to pack up and go. Do not try to look like a true African by blackening your skin with the shoe polish, or else you will suffer. If you are still here after my deadline, just wait and see what happens to you. What's going on here? Let's find out. Yeah. Speak to someone. Try him over there. Sorry, I know this is a busy time to stop here. I want to talk with you. Muhammad, you can have that shop there. And Abdul, since you like food so much, you can have that grocery there and eat everything. Thank you, General. We are finally rid of the Patels and Shahs, the whole bunch. And because they are gone, I'm the biggest African leader. Everybody's calling me the great black power of African continent. Is that not true? Who wants that shop? I do. Vous avez vu les dernières preuves? Tout nous pousse au nouvel ordre mondial, que l'on le veuille ou non, ça va arriver. On a la chance de pouvoir changer. Nos frères en Chine sont en train d'être tués, frappés. On les accuse d'avoir le corona. Pourtant, c'est eux qui l'ont créé. Armes biochimiques et c'est prouvé. Nos présidents sont là et patientent. On a des Chinois. À l'époque, on a le Bokassa qui l'avait dit. Idi Amin, à qui on dit qu'il a tué beaucoup de monde, avait foutu les Chinois dehors. Il avait dit, les Anglais vous ont fait venir ici pour construire les chemins de fer. C'est fini, partez. Vous êtes là pour piller les richesses des Ougandais. Sortez. On l'a diabolisé et on l'a tué. Vous avez vu que les Chinois nous vendent des produits avec des produits toxiques. Ils mettent des produits toxiques moins chers. On est content, on achète leurs produits. Et ensuite, on tombe malade et ils gagnent de l'argent. Et c'est eux qui nous chassent. Les Chinois viennent investir en Afrique parce que c'est maintenant l'Afrique le nouvel endroit où ils peuvent récupérer de l'argent. Ils nous vendent des caméras intelligentes. Et avec ces caméras, ils nous espionnent. Ils nous envoient des produits chimiques qui sont très très dangereux. Et nous, on est là, on accepte.
ils viennent faire des grandes marques, les Européens viennent faire des grandes marques Guess ici en Éthiopie, on achète cher alors que c'est fait ici à côté. On néglige notre propre économie alors que eux, c'est chez nous qu'ils viennent s'enrichir. Nous on va chez eux, ils viennent chez nous. Posez-vous la bonne question. L'Afrique appartient à qui? Je ne dis pas de tuer les Chinois, je ne dis pas ça, nous sommes des humains. Si quelqu'un te fait du mal, c'est qu'il n'a que ça à offrir. Ce que je demande, c'est qu'on souhaite aux Chinois bonne guérison et qu'on les foute dehors. On va développer notre propre économie, on va fabriquer nos propres aliments, nos propres... S'ils ne sont pas là, si on n'achète pas chez eux, on est obligé de fabriquer nous-mêmes, on n'a pas de choix. Donc c'est le byproduct, c'est une bonne chose qu'ils partent et que nous travaillons nous-mêmes avec Africains avant de choisir avec qui on va travailler à l'extérieur. Tous les Européens ne sont pas mauvais, tous les Américains ne sont pas mauvais, tous les Chinois ne sont pas mauvais. Mais si on n'arrive pas d'abord à vivre avec nous-mêmes et s'entraider nous-mêmes, on ne peut pas aller demander aux autres de nous aider. Pas possible. C'est pour ça qu'ils se servent de l'aide pour pouvoir venir nous voler. Notre très cher président africain, tous les autres présidents, Bénin trouve le médicament, Madagascar trouve le médicament, la fameuse plante dont on parle, ça se trouve ici et partout en Afrique. C'est le quinqueliba. Maintenant, pourquoi vous demandez aux gens d'être confinés? Il y a des policiers qui frappent les mamans. J'ai vu un policier frapper une maman avec la ceinture sur Facebook. J'ai vu un autre frapper un papa. Le papa que tu frappes, c'est peut-être le chirurgien qui va soigner ta mère demain à l'hôpital. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas, c'est peut-être le frère du chirurgien qui va soigner ta mère. Lui, il sort parce qu'il n'a pas le choix, il doit nourrir. Le confinement, comme on dit, ça ne peut pas nous suffire. Si on demande à l'État de nous nourrir, de prendre 5 000, 25 000, le peu d'argent qu'il nous donne, on dit à l'État, ok, on reste à la maison, nourrissez-nous, infantilisez-nous, nourrissez-nous comme moi je nourris les enfants, toi tu me nourris, et il va demander l'argent au FMI, à l'ONU, qui va obliger l'État à nous donner des vaccins et nous tuer. Parce qu'on a la paresse, on préfère rester à la maison, tandis que les autres sortent, il n'y a pas de virus, on le sait. C'est autre chose qu'il y a là, et même s'il y a un virus, on peut vivre avec. On prend les petites nourritures, on est content d'avoir 25 000, d'avoir un peu de nourriture, on y reste à la maison, alors qu'on peut aller travailler. Ça sert à quoi d'être confiné? Vous nous confinez pourquoi? Vous gagnez quoi? Vous tuez votre propre économie. Vous rendez votre propre peuple malheureux et triste. Ça fait que les gens stressent à la maison, ont peur. Et on sait que le stress et la peur, c'est la survie négative. Ça rend malade et ça tue. C'est prouvé scientifiquement. Vous le savez. Pourquoi vous confinez votre propre peuple? Comment vous pouvez faire ça à votre propre peuple et dire que vous les aimez? C'est quel genre d'amour? Qui va faire du mal à son enfant et dire que je t'aime, je te fais du mal? C'est quel genre d'amour que vous avez? Pourquoi le confinement? Vous confinez les gens, pourquoi? Ça ne change rien, on peut sortir, les gestes barrières, on peut les avoir, relancer l'économie. Vous ne pouvez pas nourrir tout le monde. Vous n'avez pas assez d'argent. Ensuite, ça crée des discriminations. Les gens, leurs magasins, ils sont à la maison, on casse leurs magasins. Ils perdent, les gens perdent parce que vous demandez de confiner. Et ça change quoi? On est confiné indéfiniment, on ne sait pas quand ça s'arrête, on est confiné et ça ne sert à rien. Développons l'économie parce que après que nous on va mourir, ils vont vous attaquer vous. Allez-y, fouillez, vous êtes intelligents. Pourquoi vous faites ça à votre propre population? Je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi vous confinez votre population? Vous faites que renouveler les Africains. On montre qu'ils vous... Et même ils montrent, certains disent, certains Européens blancs viennent vous nous aider, dire que voilà, on vous trompe, voilà, voilà. Vous le savez, mais vous rentrez encore dans le même jeu. Pourquoi? Quand tu vas chez toi dans ta maison, dans ta chambre, c'est là que tu dors, c'est là où tu te reposes, c'est là où tu penses. Généralement, on arrange bien sa chambre. Parce que c'est là où les énergies sont positives pour toi, tu te revigores dans ta chambre. Donc, considère ta maison comme ta chambre. Tu laisses ta maison pour aller dans la maison des autres en vacances, aller investir dans la maison des autres, mettre l'argent dans la maison des autres, les belles voitures, les immeubles, la technologie. Tu viens chez toi, c'est de la merde. Où tu dors, c'est de la merde et tu es content, tu penses que tu vas évoluer. Confinement, pourquoi? Pourquoi ils nous obligent à être confinés? L'OMS dit de ne pas prendre les médicaments, vous acceptez. Vous avez la tête, pourquoi vous acceptez? Pourquoi vous n'écoutez pas vos frères scientifiques qui disent que c'est possible? Pourquoi? Hier, j'ai parlé de la glande pinéale. La glande pinéale, c'est ce qui permet de pouvoir avoir le troisième œil, avoir l'esprit ouvert, pouvoir visualiser et communiquer avec Dieu. Il y a des gens qui me disent, surtout les chrétiens, certains frères chrétiens, c'est la fin du monde, c'est dans la Bible, l'Apocalypse, ça doit arriver, on ne peut rien y faire. J'ai dit que c'est des conneries. Si on me dit si tu sors, on a dit ne sortez pas de la maison, si vous sortez, les policiers vous frappent. Qui sort? On ne sort pas, n'est-ce pas? Donc on n'est pas obligé d'attendre. Dieu ne va pas venir nous sauver, c'est pas possible. Dieu c'est chacun d'entre nous.
la conscience collective. Ma conscience plus ta conscience et la conscience des autres, ça fait une conscience collective. Et j'ai l'inconscient ou le subconscient. L'autre a l'inconscient et le subconscient. Le même inconscient et le subconscient collectif. Donc, le yin et le yang, l'inconscient, le conscient de chaque être humain mélangé avec les autres, ça donne Dieu. Donc, Dieu, pourquoi il n'a pas tué Hitler? Parce qu'il ne se mêle pas. Dieu voit, chacun est son fils, donc il ne peut pas se mêler. C'est vous qui devez faire le travail. Ceux qui disent que Dieu va faire, c'est les paresseux, qui veulent trouver la solution à l'extérieur. Et pendant que vous attendez, eux, ils avancent. Dieu, c'est chacun d'entre nous, la conscience collective. D'où je demande aux gens de prier. Donc pour prier, commencez à manger des aliments propres pour nettoyer votre glande pénéale. Elle est calcifiée. Buvez l'eau de pluie si vous voulez. Mangez les aliments qui viennent du sol. Ça va vous rapprocher plus du côté spirituel, croyez-moi. Ensuite, méditez. Pendant 3 minutes, il faut juste d'abord respirer pour être calme, enlever le stress négatif. Une fois que vous êtes calme, il faut visualiser, il faut ressentir. Il faut un lien entre la glande pinéale et le cœur. Donc, vous devez être tranquille, vous devez respirer, vous devez visualiser, vous devez ressentir. Vous devez être dans la gratitude, dire merci pour tout ce que vous avez déjà. Première chose, c'est ça la prière. Remercier tout ce qu'on a et dire merci pour les choses qu'on n'a pas encore, mais que l'on considère qu'on a déjà. C'est ça, la gratitude. Merci parce que j'ai ça. Merci parce que j'ai de l'air dans mes poumons. Merci parce que je marche. Merci parce que je vis. Merci parce que j'ai eu tel échec. Ça va me pousser à réussir. Merci, merci, merci. Et c'est ça. Si tout le monde entre 22h et 22h30, on a la même chose. On aura la conscience collective. Donc Dieu va agir. Et donc, on n'est pas obligé d'être 50-50. Le mal, 50%, le bien, 50%. Même si on est moins que le pourcentage est moins grand que celui du mal, à partir d'une certaine quantité, racine carrée de 1% de la population, si on est tous en conscience collective positive, survie positive, effectivement Dieu agit. Dieu c'est chacun d'entre nous, il n'est pas à l'extérieur. Vous allez chercher la solution hors de vous, pourquoi? Alors que Dieu et Jésus ont dit, vous pouvez faire la même chose que j'ai. On est pareil, vous êtes fait à l'image de moi. Donc, si Dieu peut ce que tu peux, pourquoi tu vas chercher la solution à l'extérieur alors que tu devrais chercher à l'intérieur? Ça va de l'intérieur vers l'extérieur. De l'œuf vers le poussin et la poule. De l'intérieur vers l'extérieur. Le courage, il est contagieux. Partagez la vidéo pour éduquer nos frères. Bonne chance.